Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un épisode méconnu de notre histoire que Franck Ferrand a choisi de nous raconter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Un grand corsaire français, René Duguay-Trouin, qui se lance à l'assaut de Rio au Brésil. Ça aurait dû faire une page illustrée de nos manuels scolaires. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'épisode, vous avez raison, est méconnu. Comptez sur nous cet après-midi pour vous le faire connaître. Je dis nous, car j'inclus dans ce nous mon invité, Michel Faure, auteur d'une histoire du Brésil foisonnante et passionnante. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondrez à la question de David qui va en savoir plus sur l'origine de l'expression « aller à Canossa ». Une expression d'origine historique, c'est certain. Pour le moment, nous nous apprêtons donc à traverser l'Atlantique aux côtés de Duguay-Trouin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'année dernière, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, nous avons évoqué ces dernières années du règne du grand roi et ce début des années 1710 qui représentent des heures difficiles. Le royaume est engagé dans l'épuisante, dans la coûteuse guerre de succession d'Espagne qui l'oppose à une vaste coalition qui est entre autres composée des impériaux, des Anglais, des Néerlandais. Les armées de Louis XIV ont connu de lourdes défaites. Les finances du royaume sont dans un état lamentable, et pour tenter de reprendre le dessus, ou du moins pour tenter de limiter les dégâts, la France aurait besoin de quelques coups d'éclat militaires. C'est dans ce contexte qu'une des pistes est creusée. On se dit qu'on pourrait s'attaquer au Portugal, un royaume qui à l'époque n'est plus que l'ombre de lui-même. Cet État qui a retourné sa veste dans le conflit et s'est jeté dans les bras des Anglais conserve de riches colonies, et à partir du moment où on a décidé de s'attaquer aux Portugais, pourquoi ne pas aller directement attaquer les précieuses ressources de leur Brésil? Déjà, en 1710, un capitaine de vaisseau français, un nommé Duclerc, s'est risqué à une attaque périlleuse contre Rio de Janeiro, qui est le port de départ des grosses cargaisons d'or à destination de l'Europe. Seulement, cette tentative a tourné à l'époque à la catastrophe. Non seulement Duclerc n'est pas parvenu à s'emparer des richesses portugaises, mais lui et plusieurs centaines de ses hommes ont été faits prisonniers. De quoi, a priori, en décourager plus d'un, mais pas l'intrépide René Duguay-Trouin, capitaine, corsaire, originaire de Saint-Malo, évidemment, Duguay-Trouin. C'est un homme âgé d'une bonne trentaine d'années, un médecin expérimenté, qui a déjà à son actif une longue liste d'exploits qui lui ont même valu d'être anobli par le roi. Voilà ce que nous dit Michel Verger-Franceschi. Entre 1701 et 1711, Duguay-Trouin exerce 13 commandements, faisant subir des pertes immenses au commerce anglo-néerlandais. Navires ennemis chargés d'indigo ou de sucre de la Jamaïque, bâtiments transportant de l'or, de l'argent ou de l'ivoire de Guinée, baleiniers du Spitzberg et pêcheurs morutiers deviennent ses proies favorites. Oh, on peut pas dire qu'il est de préférence, Duguay-Trouin. Tout ce qui peut tomber sous sa main est bon à prendre. Donc, à son tour, il s'est décidé à aller frapper Rio de Janeiro. Il passe rapidement à la phase préparatoire de son projet. C'est pas une mince affaire, évidemment. Il faut quand même s'emparer d'un port bien défendu qui se trouve à l'autre bout du monde. Alors, Duguay-Trouin, avec l'énergie qu'on lui connaît, s'attelle à convaincre un certain nombre d'acteurs privés et publics. Pour eux, c'est autant une opération militaire qu'un investissement financier, disons-le. Le butin qu'on en attend, un butin dûment réparti, sera la rétribution en cas de succès de l'opération. Nicolas Siméon précise, je cite, « Duguay-Trouin forme une compagnie de négociants en charge de récolter les 700 000 livres nécessaires au succès de l'expédition. Bientôt, l'amiral de France c'est un des fils légitimés de Louis XIV, c'est le comte de Toulouse, vient s'ajouter aux actionnaires. Le roi, pour sa part, met à disposition du Malouin 7 vaisseaux de ligne, 4 frégates, une corvette, 2 galiotes à bombes et une flûte ainsi que 2000 soldats. C'est une véritable armada qui se prépare. Alors, il y a cette phase de préparation qui est secrète, bien entendu, menée dans divers ports du royaume. Il ne faut pas que les ennemis de la France sachent ce qui est en train de se tramer. La belle escadre de Duguay-Trouin se rassemble et dès le mois de juin 1711, la voilà partie en direction du continent américain.
Il faut imaginer parmi les hommes engagés dans cette expédition une sorte d'excitation, bien entendu, mêlée à beaucoup d'appréhension. L'aventure est au bout du chemin, une aventure dans laquelle ils risquent leur vie et dont ils attendent évidemment la fortune et pourquoi pas la gloire. On peut imaginer Duguay-Trouin en train de relire la lettre que Pontchartrain est le secrétaire d'État à la Marine, la lettre que le ministre lui a envoyée pour lui montrer son soutien tout en suggérant l'énorme pression qui pèse sur ses épaules. Voilà ce qu'a écrit le ministre, cité par Jean-Yves Nerzik. Je vous fais mes compliments d'adieu. Je suis persuadé que vous ressentez vivement et avec reconnaissance la bonté avec laquelle le roi vous confie tant de beaux vaisseaux et d'aussi braves troupes. J'ai toujours assuré Sa Majesté que vous en feriez un usage glorieux pour l'honneur de ses armes et avantageux à son service. Je le souhaite de tout mon cœur, afin que j'aie encore la satisfaction de contribuer à votre élévation. Il y a des promesses, mais il y a aussi des menaces contenues dans la lettre du ministre. Oh, il en faudrait plus pour impressionner le corsaire malouin, qui en a vu d'autres. Il vogue, lui, déjà, vers son but, sans faiblir, et après de longues semaines de traversée aux alentours du 10 septembre, le voilà à proximité du cap Firo. On est à quelques lieues de la baie de Rio. Il voudrait, notre Duguay-Trouin, il voudrait surprendre les Portugais. Malheureusement, sur place, les autorités de la ville ont été prévenues de l'arrivée d'une escadre menaçante. La bande originale du film Master and Commander à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, avec Franck Ferrand. Cet après-midi, nous partons direction le Brésil grâce au voyage de Duguay-Trouin. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi au début du XVIIIe siècle à la découverte du corsaire René Duguay-Trouin qui a pris son bateau direction le Brésil. Et ces ça bateaux, y est, on peut dire. Ces bateaux, effectivement, ils étaient très nombreux. Alors ça y est, ils viennent d'arriver, ils approchent du Brésil. Vous l'apercevez, ce pain de sucre, oui. Anissa, dans la brume de chaleur. Là, on est à l'entrée donc de cette grande baie de Rio qui représente une difficulté majeure parce que pour y accéder, faut passer justement par le goulet étroit à l'ombre du pain de sucre. Dans l'espoir de se faire repérer le plus tard possible, l'escadre, à sa tête, on a mis le Magnanime, dirigé par le chevalier de Courserac, qui est un ami de Duguay-Trouin. L'escadre se présente en affichant les couleurs britanniques. Pensez bien que ça ne trompe personne. Nerzik raconte, malgré le pavillon qu'ils arborent tous, le Magnanime est attaqué dès qu'il est à portée des batteries côtières. Il assure alors le pavillon de France et retourne le feu, imité par tous ceux qui le suivent, bien que non préparés. Cette manœuvre est exécutée avec une promptitude étonnante et avec beaucoup de précision. Et c'est vrai que le sang-froid de l'escadre française est impressionnant. Cette escadre parvient donc à forcer l'entrée de la baie. C'est une première réussite et c'est essentiel, bien sûr. Les navires portugais qui ont tenté de faire face sont obligés de se replier un petit peu piteusement à proximité de la ville même de Rio. Quant aux Français, ils restent à bonne distance des défenses ennemies et grâce à des manœuvres très subtiles, ils ont maintenant le loisir, dans tous les jours qui vont suivre, de débarquer des troupes sur la côte. On est donc un petit peu au nord de la ville. Il ne reste plus à Duguay-Trouin qu'à préciser son plan d'attaque, tout en tentant de remettre sur pied ceux qui, parmi ces hommes, sont affaiblis par le voyage. Ils ont subi toutes les avanies qu'on peut connaître lorsqu'on voyage à cette époque, et notamment le scorbut, bien sûr. À partir du 15 septembre, les Français s'avancent vers la place de Rio. Ils ont intérêt à être prudents, parce que les
les embûches sont nombreuses, les sols marécageux, la végétation hostile, les pièges qui truffent littéralement le paysage, tout ça les attend bien sûr. Et très vite, des accrochages ont lieu. De part et d'autre, quelques prisonniers sont faits, mais les Français gagnent des points et l'on peut dire que tranquillement, sûrement, approche l'heure du grand assaut. Les Portugais disposent d'une carte secrète puisque dans leur rang se trouve un certain Dubocage. Dubocage était normand, il fait partie des exilés qui se sont installés à Rio et on peut dire qu'il est parfaitement loyal à sa nation d'adoption, Dubocage. C'est un homme très actif, il a l'idée de revêtir un habit de marin français et de se mêler à des Français qui viennent d'être capturés par les Portugais. Les prisonniers ne voient que du feu, ils ont la langue bien pendue, ils racontent tout ce qu'ils ont fait pendant des jours et des jours de préparatifs et bien entendu, ils sont en train de parler à une taupe, ils sont en train de parler à un ennemi. Ils lui donnent toutes les informations souhaitables sur le dispositif militaire de Duguay-Trouin. Et c'est grâce, en partie en tout cas grâce à ces indications, que les Portugais vont pouvoir tenter une offensive. Les Français sont surpris, bien entendu, mais passé cet effet de surprise, ils vont quand même arriver à refouler l'assaut des Portugais. Et bientôt, Duguay-Trouin se sent en position de proposer au gouverneur portugais de se rendre sans combat. C'était quand même peut-être demandé un peu vite, beaucoup. Il essuie un refus, bien entendu. Alors, il va décider de tout préparer pour un assaut de la ville dès le lever du soleil, dès le lendemain, le 21 septembre 1711. Dans ce but, il profite de l'obscurité nocturne pour réaliser des mouvements stratégiques, sauf qu'à un moment, il y a un orage, un immense orage comme on peut en connaître dans cette région d'Amérique. Le ciel de la baie de Rio se déchire, les éclairs impressionnants éclairent tout presque comme en plein jour. Et ça va permettre aux défenseurs de distinguer ce que les assaillants étaient en train de vouloir leur cacher. Dès lors, les Portugais n'hésitent plus. Ils tirent à tout va en direction des Français qui vont devoir vite contre-attaquer. La colère du ciel se double de celle des hommes et le fracas des armes vaut bien celui du tonnerre. Finalement, le lendemain matin, alors que Duguay-Trouin s'apprête à lancer l'assaut définitif, on lui apprend une bonne nouvelle. Les habitants de Rio, qui ont été complètement terrifiés par ce fracas, justement, par ce roulement de tous les tonnerres possibles, les habitants qui s'attendaient à l'arrivée d'une très grande armée ont préféré prendre la fuite. Et à l'intérieur de la ville, les hommes de l'expédition de Duclerc, qui étaient là prisonniers depuis des mois, ont réussi à se libérer tout seuls. Duclerc, lui, n'est plus là, il est mort depuis longtemps. Enfin, ça, c'est un détail. Ce qui veut dire que Duguay-Trouin va faire son entrée dans Rio quasiment sans coup férir. Le spectacle y est étourdissant, nous dit Jean-Yves Nerzik. Au milieu des maisons et des magasins partiellement en feu, les hommes de Duclerc se livrent à un pillage réglé de tout ce qui leur est accessible. Duguay-Trouin doit châtier certains de ces hommes qui se sont débandés pour suivre leur exemple et faire consigner tous les ex-prisonniers français. Décidément, c'était des gens assez peu recommandables que ces prisonniers faits par les Portugais lors de la précédente offensive française. Alors, il faut néanmoins faut trouver une solution. Lutter contre les pillages désordonnés est loin d'être la principale difficulté de notre Malouin. Quelques poches de résistance ont été réduites à néant, c'est vrai, mais les troupes portugaises qui ont fui Rio restent là, tout près de la ville. Elles ont pris avec elles une partie importante des richesses de la cité. Le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas à bout de force. Et puis, rapidement, un bruit court, c'est que des renforts portugais sont attendus d'un jour à l'autre. Et cet après-midi, on voyage sur Europe 1 direction le Brésil grâce à Franck Ferrand qui vous emmène sur les traces de Duguay-Trouin. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Vous nous avez fait vivre depuis 14h, Franck Ferrand, l'aventure du Gué-Trouin en direction du Brésil. Alors il est à Rio de Janeiro, il connaît de nombreuses difficultés. Il y a les pillages, il y a les troupes portugaises qui en plus attendent des renforts. Le gouverneur portugais est posté avec ses troupes à distance prudente de Rio. Et pour du Gué-Trouin, l'urgence c'est de négocier avec lui, bien entendu. Le corsaire malouin les menace de détruire leur ville et il espère ainsi obtenir une somme importante qui va confirmer de manière éclatante le succès de son opération, de son expédition même, qui a été très coûteuse. Vous avez vu à quel point les plus hautes personnalités du royaume de France, à commencer même par le roi lui-même, s'étaient investis dans cette affaire. Les discussions piétinent, du Gué-Trouin n'est pas dupe, il comprend que les Portugais sont là pour gagner du temps, bien entendu, et il s'impatiente. Il lui faut esquisser de vastes mouvements de troupes contre l'armée portugaise pour enfin décider le gouverneur à accélérer le rythme des négociations. Et finalement, le 10 octobre, c'est-à-dire une vingtaine de jours après la chute de Rio, le 10 octobre, du Gué-Trouin obtient un accord qui, à ses yeux, est acceptable. Le gouverneur rachète, entre guillemets, sa ville en échange d'une somme très importante, de nombreuses têtes de bétail, des centaines de caisses de sucre, etc. Il était temps de conclure, souligne Jean-Yves Nerzik, le lendemain, 11 octobre, dont Antoine d'Albuquerque, donc un général portugais, arrive avec 3000 hommes de troupes réglées, moitié cavalerie, moitié infanterie montés en croupe, suivi de 6000 Noirs bien armés. Pour du Gué-Trouin, eh bien, il n'y a plus qu'à superviser le chargement des richesses immenses amassées dans cette opération. Vous imaginez, les paiements ont lieu au fur et à mesure et on voit s'entasser comme ça ces richesses, ce butin invraisemblable. Les paiements ont lieu du 21 octobre au 4 novembre. Les Français peuvent afficher une mine réjouie. Ils peuvent espérer un profit gigantesque de l'opération. On estime le butin à quelques 4 millions de livres de l'époque, ce qui était absolument considérable. Un petit peu avant la mi-novembre 1711, l'escadre de du Gué-Trouin quitte donc la baie de Rio et prend la direction du nord. Du Gué-Trouin pense un temps faire un petit détour pour aller rançonner la ville de Salvador pendant qu'on y est. On est toujours sur la côte brésilienne, mais heureusement pour les habitants, le vent est là qui l'en dissuade. Cette fois, il est grand temps de mettre le cap vers l'Est, vers l'Europe. Ce n'est un voyage qui ne va pas être plus facile qu'à l'aller, c'est le moins qu'on puisse dire. L'escadre va être dispersée par plusieurs tempêtes. Du Gué-Trouin va même perdre de vue un certain nombre de ses bâtiments. Il lui faut néanmoins continuer sa route et il arrive finalement en février 1712 en rade de Brest. Alors on met l'or en lieu sûr, on envoie la nouvelle du retour à Versailles, bien entendu. Et dans le port breton, l'accueil des héros de l'expédition de Rio, c'est comme ça qu'ils sont considérés. Évidemment, cet accueil ressemble à un triomphe romain. Dans les jours, dans les semaines qui suivent, une grande tristesse se mêle néanmoins à la joie ambiante pour le corsaire, puisque certains de ces bateaux perdus en mer vont retrouver le chemin de l'Europe, mais pas tous. Notamment le Fidèle ne revient pas. Le Magnanime, vous imaginez le Magnanime qui avait à son bord 600 000 livres et énormément de marins et de combattants. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Le Magnanime non plus ne revient pas. Du Gué-Trouin témoigne de sa peine. Ces deux vaisseaux avaient près de 1200 hommes d'équipage et quantité d'officiers et de gardes de la marine, gens de mérite et de naissance que je regretterais infiniment, écrit-il. Mais entre autres, monsieur le chevalier de Coursenac, mon fidèle compagnon d'armes, qui rapportait en France la gloire distinguée de nous avoir frayé l'entrée du port de Rio, a disparu donc. La tendre estime qui nous unissait depuis très longtemps m'a fait ressentir sa perte aussi vivement que celle de mes deux frères. C'est un grand chagrin pour lui, bien entendu. Ça n'empêchera pas du Gué-Trouin d'aller à Versailles chercher ses lauriers, bien entendu. Monsieur le comte de Pontchartrain, écrit du Gué-Trouin, me rendit auprès de sa majesté de si bons offices que, malgré les brigues et la malignité des jaloux et des envieux, vous savez qu'à la cour de Versailles ils ne sont jamais rares, elle fut sur le point de me nommer dès lors chef d'escadre. Mais comme il y avait nombre d'anciens capitaines de vaisseaux distingués par leur service et par leur naissance, sa majesté jugea à propos de différer jusqu'à
une promotion générale et en attendant, elle eut la bonté de me gratifier d'une pension de 2000 livres. C'était bien le moins qu'on pouvait donner à ce corsaire malouin pour l'exploit spectaculaire dont il s'était fait le héros, car non seulement il rapportait beaucoup d'argent, mais il rapportait, et c'est essentiel, il rapportait de la gloire, avec un effet considérable sur le moral des Français qui se battaient sur tous les fronts, mais aussi un effet inverse sur celui des adversaires de la France, bien sûr. Voici ce que nous dit Michel Verger-Franceschi. Duguay-Trouin vient d'atteindre à la gloire internationale. Rio est ravagé, le Portugal terrifié, l'Angleterre, moins maîtresse des mers qu'on le croit souvent, et la Hollande alarmée. Des troupes sont rappelées de Flandre pour la défense des îles britanniques. Vous voyez qu'on commence à se méfier quand même de l'autre côté de la Manche. Il va falloir encore quelques faits d'armes, et puis bien sûr et surtout la grande victoire du maréchal de Villars à Denain en juillet 1712 pour que la guerre de succession d'Espagne se rééquilibre un peu en faveur de la France et qu'on envisage sa fin de manière un peu plus prochaine, un peu plus certaine. Bonjour Michel Faure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez l'histoire du Brésil parfaitement. Alors, nous allons revivre avec vous cet épisode-là que je viens de raconter, mais bien d'autres, car on n'imagine pas tous les liens que peut avoir le Brésil avec la France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous sommes à Rio de Janeiro, où le Brésil, et nous allons le voir dans un instant, a une place très importante avec l'histoire de France. Vous recevez Franck Ferrand, Michel Faure, écrivain et journaliste. Il a été grand reporter à l'Express de 1989 à 2005, où il a couvert l'actualité de l'Amérique latine pendant de nombreuses années. Il est aussi auteur d'une histoire du Brésil parue chez Perrin. Alors le Brésil nous entraîne très loin, il faudrait une semaine entière pour parler de cette histoire, bien sûr, Michel Faure. Nous allons peut-être nous cantonner à Rio et déjà revenir un instant avant de faire un saut en arrière sur ce qui s'est passé avec Duguay-Trouin. Nous n'avons peut-être pas gagné tellement bonne réputation dans cette opération, nous, auprès des Brésiliens. Non, ça sans doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même c'était le bon moment d'attaquer Rio, parce que Rio, cette attaque a lieu à un moment clé de l'histoire de Rio, juste 3 ans, excusez-moi, juste 3 ans après l'ouverture du nouveau chemin qui reliait la ville au Minas Gerais, où on avait trouvé, à partir de 1696, de l'or qu'on attendait depuis le début. C'est un hasard ou c'était programmé comme ça? Non, c'est bien tombé, disons. Pour Duguay-Trouin, c'était programmé. Ah oui, voilà. J'imagine. Oui. C'est que tout d'un coup, la ville devenait intéressante parce que l'or était là, l'or qu'on attendait, que les Portugais attendaient depuis la découverte du Brésil. Ah oui. Et donc, à partir du moment où l'or a été trouvé au Minas Gerais, ça a provoqué une extraordinaire ruée vers l'or avec, pour la première fois, des Portugais qui étaient désireux d'aller au Brésil, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Oui, avant on les envoyait un peu parce qu'il fallait peupler le Brésil. Hein. Absolument. Et donc c'est tout d'un coup une fortune, et là, qui va directement, non plus chez ceux qui l'ont trouvé, c'est-à-dire à São Paulo, mais qui descend tout de suite par ce nouveau chemin, à Rio, qui met quand même quelques semaines à parcourir à Rio, où sont les bateaux, et qui devient un peu, en quelque sorte, maintenant le centre d'une économie nouvelle qui est totalement inédite et qui va changer la ville de Rio. Alors c'est étonnant parce que ce sont bien sûr les Portugais qui sont toujours à la manœuvre là-bas à cette époque, mais la puissance portugaise est en très grand déclin. C'est la fin vraiment du siècle d'or portugais, et on peut dire que la puissance tutélaire de Lisbonne n'est plus du tout ce qu'elle était sur Rio et sur le Brésil à ce moment-là. Sauf que c'est tout le XVIIIe siècle qui nous intéresse. C'est un regain quand même de fortune grâce à cet or pour la couronne du Brésil, qui devient le royaume du Portugal devient tout d'un coup la couronne la plus riche de l'Europe pendant un siècle. Ça dure pas très longtemps. Les mines d'or sont exploitées très vite et ça dure un siècle. Mais pendant ce siècle, ça a eu bien sûr c'est un changement pour le Brésil, c'est aussi un changement pour le Portugal. Et c'est vrai que le Portugal déclinait, c'est un pays très peu peuplé, qui se retrouvait avec une immense colonie dont il ne savait pas trop quoi faire et où on ne trouvait finalement pas grand-chose, malgré tous les efforts des bandeirantes de São Paulo pour trouver des richesses. Et là, ça y est, c'était enfin le bonheur absolu. On avait trouvé de l'or, et un gouverneur du Brésil disait à l'époque, on a redécouvert le Brésil
grâce à l'or du Minas. Et oui, on lui a redonné de l'importance, tout simplement. Alors pour ceux qui nous rejoindraient en cours, je rappelle dans quelles circonstances tout ça s'est produit. On est en 1711 dans cette guerre de succession d'Espagne qui n'en finit pas. Le royaume de France est exsangue, tout va mal, nous perdons des batailles dans tous les sens. Et c'est un corsaire, c'est-à-dire un pirate qui dispose de lettres de course, un pirate officiel de la couronne, qui est donc chargé par Versailles et par le roi lui-même d'aller faire un coup de force de l'autre côté de l'Atlantique. Il choisit donc de rançonner Rio, littéralement, et il revient avec des cales pleines, et quand je dis des cales, il y avait de nombreux navires, des cales pleines de toutes sortes de choses très, très précieuses. Malheureusement, il y a une part du convoi qui est resté dans l'Atlantique, qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a mal acquis ne profite jamais, donc c'est très bien. En tout cas, c'est vrai que, comment dirais-je, Rio a toujours été un enjeu pour la France, pour les Français plutôt. Pas la France, mais alors les Français. On va venir depuis quand, justement? Ça remonte bien plus loin, ça remonte 2 siècles avant l'épisode dont nous parlons. Je cite dans mon livre un historien du 19e siècle qui a une thèse selon laquelle un marin français diepois qui s'appelait Jean Cousin aurait même découvert avant Cabral le Brésil, ce qui est tout à fait... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui était absolument certain, c'est que de nombreux marins de Normandie, de Bretagne, ont été ravis de découvrir qu'une nouvelle source d'un bois qu'on a appelé ensuite le bois Brésil, qui donnait une teinture rouge, qui était très à la mode dans les cours d'Europe. Et donc, des villes comme Rouen, par exemple, où il y avait une grande industrie du drap et des teintures, c'était un business tout à fait considérable. Alors justement, Paul nous demande via Facebook pourquoi l'établissement des colons français au Brésil au XVIe siècle a échoué. Pourquoi Alors, il y a eu 2 tentatives. D'abord, il y a d'abord une volonté de commerce et pas forcément de colonisation par les premiers marins français qui étaient là pour ne pas ils cherchaient des endroits où les Portugais n'étaient pas, et ils s'entendaient assez bien avec les peuples indigènes avec lesquels ils commerçaient. Et ils repartaient sans avoir particulièrement d'intention d'installation. Après, il y a eu 2 tentatives. Il y a eu la France antarctique, qui donc intéresse particulièrement Rio, parce que c'est dans la baie de Guanabara qu'en 1555, Villegagnon amène on a prétendu que c'était une expédition exclusivement protestante, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y avait aussi des catholiques dans le bateau, mais l'idée était donc un peu de faire un espèce de laboratoire de bonne entente entre catholiques et protestants. Une colonie œcuménique en quelque sorte. Alors, ça a été le désastre. C'était un désastre absolu. Ce qui était ça nous a apporté 2 choses. D'abord, l'extraordinaire livre de Jean de Léry, que je conseille à tout le monde de lire. On le trouve en livre de poche, qui s'appelle Récit d'un voyage fait en la terre du Brésil, qui est un livre extraordinaire. Claude Lévi-Strauss traitait ce livre du bréviaire de l'ethnologue. Et c'est un livre... En fait, Jean de Léry était un ethnologue avant l'heure. Jean de Léry, c'est un savetier du Jura protestant et qui est un des rares personnages sur cette île de la baie de Guanabara en 1555 à s'intéresser au pays qui l'entoure. Les autres restent confinés dans leur petit fortin et s'entretuent littéralement sur la question de l'Eucharistie et de la transsubstantiation. Enfin bon, alors, deuxième tentative a été plus au nord. On a appelé ça la France équinoxale, donc sur l'équateur, vers le Marañón, et il reste la ville de Saint-Louis, par exemple, le Marañón. Alors, les Portugais ne nous ont pas laissés tranquilles. Ils nous ont mis dehors, si je puis dire, du Brésil. Ils ont mis dehors tout le monde, petit à petit, parce qu'ils étaient les Hollandais aussi, etc. Petit à petit, ils ont mis dehors tout le monde, avec chaque fois un petit peu plus d'allant, probablement parce qu'ils se construisaient petit à petit une espèce d'identité, créole au moins, sinon portugaise, d'appartenance à un territoire qu'il fallait défendre. Et donc et là, c'est justement au moment où fondamentalement Duguay Trouin repart, ça marque la fin pratiquement des raids de corsaires qui ont été nombreux, et ça marque aussi une économie beaucoup plus structurée et qui accepte au fond des colons d'un peu tous les pays, et qui sont nombreux à venir grâce à l'or et qui vont rester
Il faut dire qu'on a découvert les fameuses mines là, du Minas Gerais à ce moment-là. Hein. Donc c'est là que... Elles sont découvertes en 1693. Voilà, c'est ça, à la toute fin du XVIIe siècle. Et très peu de temps après très peu de temps avant le raid de Guthrum. Quand Rio devient-il une grande ville? Un tout petit peu plus tard. C'est-à-dire en 1763, le marquis de Pombal, qui est à la tête des affaires au Portugal, bien sûr, oui. Décide... C'est l'homme du grand tremblement de terre de Lisbonne en 55. Absolument. Absolument. Il décide de faire de Rio la capitale. Et donc, bien sûr, ça ne plaît pas beaucoup à Salvador, mais... qui était la capitale pendant très longtemps, la capitale, au nord. A toujours été, jusqu'à ce jour-là, Salvador, et c'était assez logique, parce que c'était, au fond, l'articulation de l'éventail de la population et de l'économie de l'époque. C'est-à-dire que ça partait au nord du Pernambouc et ça descendait au sud, mais peut-être même pas si bas que Rio. C'est l'or qui change tout avec le Minas. C'est un déplacement de population, c'est un déplacement de richesse, c'est aussi un changement de l'économie. Tout d'un coup, on se dit que tous ces gens, il faut les nourrir parce que le Minas Gerais, c'est un désert verdoyant, certes, mais c'est un désert humain. Donc toute cette foule arrive et les premiers qui font fortune sont ceux qui nourrissent les mineurs, qui font venir du bétail par les fleuves, par le San Francisco, etc. C'est un immense changement pour le Brésil. Et il y a un changement énorme pour la ville de Rio, c'est lorsque la famille royale du Portugal, en fuite du Portugal, vient s'y installer. On y arrive nous-mêmes dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un peu de soleil du Brésil sur Europe 1 cet après-midi avec The Girl from Ipanema de Joao et Astrid Gilberto à l'instant sur Europe 1, car nous sommes à Rio de Janeiro avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité Michel Faure, écrivain et journaliste, grand reporter à l'Express jusqu'en 2005 où il a couvert l'actualité de l'Amérique latine, et aussi auteur d'une histoire du Brésil parue chez Perrin. Eh oui, alors il faut que nous revenions sur le changement de statut en quelque sorte de Rio avec l'arrivée de cette famille royale portugaise. Voilà, c'est de notre faute. Oui. Puisque c'est Napoléon qui... c'est les guerres napoléoniennes. Qui envoie Junot menacer Lisbonne en 1808. Mm-hmm. Et la cour royale brésilienne, pour sauver sa couronne, part dans sa colonie. Et du coup, Rio... devient d'une certaine façon la capitale du Portugal, enfin de la puissance de l'empire colonial portugais. Et ça, c'est bien sûr, alors là, un changement assez considérable. Toute la ville change complètement, devient tout d'un coup un petit peu plus un peu plus civilisée. Beaucoup plus prospère aussi, pas forcément. Hein. C'est un village quand même. Oui. La cour est un peu trouve que tout ça est un peu dégoûtant. Il y a des odeurs un peu fortes, la chaleur très très grande et des ruelles un peu minables, des petites maisons, un magasin en bas et un étage au-dessus. C'est à peu près tout. C'est une petite ville assez modeste et qui finalement n'avait pas jusqu'à présent un grand rôle. Et donc bien sûr la cour arrive, a du mal à loger tout le monde, d'ailleurs ça se passe assez mal puisqu'on réquisitionne beaucoup de maisons, et elle amène quand même une bibliothèque, la première imprimerie qui sera autorisé au Brésil, des juges, des soldats, des bureaucrates, tout le monde s'installe là. Et la vie devient un petit peu plus amusante, un petit peu plus animée. Un théâtre est ouvert, qui change aussi un peu les choses, parce qu'avant la seule distraction, finalement, c'était la messe dominicale où on se retrouvait, c'était la seule un peu occasion sociale dans le Rio colonial. Là, ça change un petit peu avec ce Rio impérial qui se décide à peine, mais qui va vraiment tout à fait se développer au cours de l'Empire, c'est-à-dire jusqu'en 1889. Et voilà. Alors, il faut savoir que la famille royale, elle va rentrer beaucoup plus tôt à Lisbonne, hein, bien entendu, dès 1821. Enfin, je parle de la famille royale du Portugal. Non, 22, 22, oui, voilà. C'est Jean VI. Hein. Non, il rentre avant. Jean, qui est le prince régent, quand il arrive avec sa mère Marie, laquelle est folle, et il fait une chose très importante quand même, qui change aussi Rio. Sa mère
quand elle était encore saine d'esprit, avait décrété qu'il fallait arrêter toutes ces petites fabriques et manufactures qui proliféraient au Brésil. Parce que le Brésil n'avait que des matières premières à donner et ne devait pas faire concurrence à la métropole. Et Rio en a souffert. Il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont dû fermer. Ils faisaient des draps, ils faisaient des galons pour les officiers, ils faisaient des choses comme ça. Et Jean décide de non seulement permettre l'ouverture de nouvelles fabriques, mais encourage cette nouvelle attitude. Il crée donc un vrai pôle économique de l'autre côté de l'océan. Absolument. Et il abandonne le monopole colonial également, ce qui est très important également. Et donc l'économie change aussi pour le meilleur dans Rio et dans le Brésil en général. Et après ça, il s'en va parce que dans les années en 1820, il y a une révolte au Portugal qui réclame son retour et qui il faut venir mettre de l'ordre dans le pays, oui, et puis ne pas donner un rôle secondaire au Portugal par rapport à la colonie. Et il laisse son fils Pedro, Pierre Ier, le célèbre, oui, qui sera donc celui qui donnera l'indépendance au Brésil avec le cri. Il y a le fico, je reste, et le grito, qui est le cri de l'indépendance. Et tout ça, ça se passe en 1822. Et le Brésil devient, d'une certaine manière, autonome du Portugal, coupe les ponts petit à petit avec le Portugal. Et ça va se confirmer avec le fils de Pedro. Il faut dire que le Brésil est devenu une puissance, entre-temps, bien entendu, non seulement manufacturière, vous en parliez, il y a toujours ces mines aurifères, etc. Et puis il y a le café. Le café arrive un peu plus tard. Mais bien sûr, le café change comme tout. De même que l'or a changé le Brésil, le café change à nouveau le Brésil. Et le café commence à Rio. Et donc Rio devient trouve une prospérité extraordinaire qui se répand à travers la vallée du Paraíba et qui a trouvé son paradis d'abord par là, parce que c'est une terre très fertile, c'est frais, c'est dans la montagne, etc. Le café va très très bien et descend jusqu'à São Paulo. Et finalement, à la longue, d'ailleurs, le café sera plus important à São Paulo qu'à Rio, parce que bien sûr, on cultive de façon tout à fait déraisonnable, avec des brûlis, les terres sont maltraitées, les écoulements sont très rapides, et Rio en pâtit un petit peu à la longue avec São Paulo qui fait vraiment du très bon café. Donc le Brésil est maintenant un pays indépendant, un empire avec son empereur, le plus célèbre c'est Pierre II. Pierre II, oui. Pierre II qui était un personnage très intéressant. D'abord, il est né au Brésil, oui, ce qui n'était pas le cas de son père, Pierre Ier. Il est né au Brésil et il amorce d'abord il recentralise le Brésil. Il administre d'une main de fer le Brésil, qui était un peu bourré de forces centrifuges avec les provinces qui souhaitaient un peu d'indépendance. Et donc, grâce à Pedro II, on invente une identité brésilienne. Et c'est un grand moment c'est là qu'on va voir naître la samba, le carnaval et tout ça non, on va le voir après. Encore plus tard. Et un peu plus tard. Et au fond, Rio, on vient d'écouter oui. La fille d'Ipanema. Dans les années 60, c'est à ce moment-là que Rio n'est plus la capitale du Brésil, et non, d'ailleurs, bien sûr, oui. Construit Brasilia, oui. Et c'est au moment de l'apogée de la ville, qui est enfin l'ambassadeur le plus efficace d'un soft power brésilien, que elle perd son pouvoir politique, mais elle garde son charme. Frédéric Lenormand, qui s'y connaît en fait de roman, nous dit qu'il y en aurait un à écrire sur la vie de Pierre II, justement, dernier empereur du Brésil, qui voulait abolir l'esclavage, notamment sur les années où, n'ayant que 2 filles pour héritières, il cherche à les marier dans les familles princières européennes, nous dit-il. Et c'est vrai qu'il y a là énormément il y a toute une histoire rocambolesque. Isabelle est mariée au comte d'Eu, oui, qui est un fils de la famille d'Orléans. Bien sûr. Et qui... Le Pierre II a quand même un gros défaut, c'est qu'il a entraîné le Brésil dans une guerre calamiteuse avec le Paraguay, qui explique autant que l'abolition de l'esclavage, où bien sûr il s'aliène tous les grands propriétaires terriens, il s'est aussi aliéné l'armée. Et donc quand il part, personne ne le regrette, et la République arrive. Et le Rio la regarde vivre
c'est le siège de la République. Mais on parle de la République café au lait. C'est-à-dire que le café, c'est São Paulo, le lait, c'est le Minas Gerais, et c'est ces deux provinces qui finalement mènent un peu la République. Gouverne le Brésil. Alors sous toutes sortes de régimes, etc. On n'aura pas le temps de faire l'histoire du Brésil au XXe siècle aujourd'hui, bien entendu. Rio est une gigantesque ville aujourd'hui qui pose énormément de problèmes dans tous les domaines, écologiques, démographiques, économiques, bien entendu, mais qui en même temps est un poumon phénoménal. Alors, c'est une vitrine merveilleuse du Brésil, et c'est aussi la vitrine de toutes les contradictions du pays. C'est ça, oui. C'est là que l'on trouve les plus extrêmes richesses et les plus extrêmes pauvretés. On retrouve aussi cette capacité à être, comment dirais-je, la cordialité, l'humour, l'ironie, qui était une tradition quand même carioca, et en même temps la violence, la sécurité. Oui. Alors on a une dernière tentative est faite de reconquête, en quelque sorte après la conquête du Brésil. Il y a une reconquête du Brésil sur ses propres territoires avec 2 favelas qui se trouvent à Rio, et qu'on a donc on a repris le contrôle d'une zone sans droit. Merci beaucoup Michel Faure, on pourrait en parler longtemps bien sûr du Brésil et de Rio. Une histoire du Brésil, c'est votre ouvrage chez Perrin, et puis vous nous conseilliez de lire tout à l'heure de Jean Deléry, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, et ça c'est en édition de poche. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donne l'origine de l'expression « aller à Canossa ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui pour vous, Franck, une question de David qui veut en savoir plus sur l'origine de l'expression « aller à Canossa ». Eh oui, ça nous ramène à aller à Canossa, ça veut dire faire amende honorable et s'humilier devant quelqu'un, et ça nous ramène au XIe siècle, à l'époque de la querelle des investitures. Il y avait un véritable bras de fer sur l'investiture des prélats, vous savez, entre le pape Grégoire VII et l'empereur germanique, l'empereur Henri IV. Finalement, dans cette affaire, l'empereur a été excommunié, et il a décidé d'aller à la rencontre du pape parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Il était en train de perdre tous ses vassaux, et le pape va le faire attendre pendant 3 jours dans la neige sans ouvrir les portes de la ville de Canossa où il réside, d'où l'expression aller à Canossa.